Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité pour cette interview exclusive est le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Cela me fait très plaisir d'être invité dans votre émission. Alors, vous êtes ici à Paris. Les Français Cécile Collère et Jacques Paris, condamnés pour espionnage en Iran, sont sortis de prison le 28 octobre, après 3 ans et demi de captivité. Ils sont depuis à l'ambassade de France à Téhéran et ils attendent une autorisation de sortie du territoire iranien. Vous demandez en échange à ce qu'une citoyenne iranienne, Madieh Esfandiari, qui a été arrêtée ici en France en février pour apologie du terrorisme et qui a été libérée sous caution, soit échangée. Mi-septembre, vous aviez affirmé que nous étions tout proches de la phase finale de cet échange. Est-ce que vous êtes ici à Paris pour véritablement finaliser cet échange? Échange de prisonniers sur la base des intérêts nationaux, c'est quelque chose d'assez courant au niveau des relations internationales. Cela n'a rien de ni étonnant ni nouveau. Cet échange entre nous et la France a été négocié, il y a eu un accord et en effet, nous attendons que toute la procédure juridique et judiciaire se fasse dans les deux pays et j'espère et je pense qu'au cours des 1 ou 2 prochains mois, en fonction des processus judiciaires, se ferait. Je pense que ça va s'achever et l'échange se fera. L'échange se fera, donc Madieh Esfandiari doit avoir son procès normalement mi-janvier en France. Qu'en est-il de Jacques Paris et Cécile Collère? Quand est-ce que les procédures judiciaires seront terminées pour eux? Leur procès a déjà eu lieu, c'est déjà fini, le verdict a été prononcé, mais comme je vous l'ai dit, sur la base de la loi iranienne et de la loi dans pas mal d'autres pays, les prisonniers, sur la base des intérêts nationaux, peuvent être échangés. Et le processus de l'échange est décidé dans le cadre du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne et tout est prêt. Nous attendons que le processus judiciaire s'achève en France. Donc mi-janvier, l'échange aura lieu, au plus tard. Je l'espère, tout dépend de la décision du tribunal français. Et est-ce que vous avez l'accord formel du gouvernement français que la décision ira en ce sens? Encore une fois, regardez, l'échange de prisonniers se fait entre les pays. Il y a toujours 2 parties. C'est la décision politique, d'une part, qui se fait entre les autorités, et puis la décision judiciaire qui doit se faire par les pouvoirs judiciaires. Et ce sont 2 pouvoirs complètement indépendants. Certes, il doit y avoir une forme de coordination. Du côté iranien, la coordination a déjà eu lieu. Maintenant, nous attendons la partie française. Vous êtes ici aussi pour parler d'un autre sujet, le nucléaire. Les négociations sur ce sujet sont rompues, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Europe. Donald Trump, le président américain, dit régulièrement espérer négocier avec l'Iran, que lui aussi y est prêt. Est-ce qu'il y a des négociations avec les États-Unis en ce moment? Vous aviez négocié avant la guerre de juin avec son envoyé spécial, Steve Witkoff. Est-ce que vous avez des contacts avec lui, avec d'autres membres de l'administration américaine pour reprendre ces négociations? Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de négociation, mais les canaux de dialogue existent entre nous, entre moi et M. Witkoff, ça existe. Il y a différents intermédiaires qui échangent aussi les messages. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune décision pour négocier. Pourquoi? Parce que le processus du côté américain pour une négociation qui soit réelle, qui soit équitable, n'existe tout simplement pas. Nous sommes prêts à négocier. On a toujours été prêts à négocier. En 2015, on a négocié, on est arrivé à l'accord nucléaire. En 2025 aussi, on était en train de négocier lorsque les États-Unis et l'Israël nous ont attaqués. Nous sommes toujours prêts pour négocier, mais de véritables négociations qui soient sérieuses. Négocier n'a rien à voir avec dicter quelque chose. À chaque fois, et lorsque le gouvernement américain dira qu'ils acceptent de laisser tomber leur désir de dicter, qu'ils sont prêts pour une vraie négociation sérieuse, pour arriver aux intérêts bilatéraux, pour arriver à un échange qui soit gagnant-gagnant de part et d'autre, pour que les 2 parties soient ravies du résultat des négociations. Si nous avons le sentiment que du côté américain, ils sont prêts d'aller dans ce sens, nous n'avons jamais dit non à une négociation, mais à l'instant où je vous parle, on n'a pas cette interprétation du côté américain. Mais est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez
échangé ces dernières semaines avec Steve Witkoff ou avec Marco Rubio qu'il y a quand même toujours des discussions, même s'il n'y a pas de négociations? Non, non, ça fait quelque temps qu'on n'a eu aucun contact ni aucun échange. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes arrivés à cette conclusion que du côté américain, il n'y a pas le désir réel de négociation. Dès qu'ils auront ce désir, on peut rapidement revivifier les canaux. Mais là, on n'est pas pressé. On attend. On attend que les Américains soient prêts pour une vraie négociation et non pas seulement pour demander sans arrêt des choses exagérées. Alors, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a adressé une lettre au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, juste avant que celui-ci aille à la Maison-Blanche, dans laquelle il aurait affirmé être ouvert à la résolution du différend nucléaire par la voie diplomatique. Le prince héritier saoudien a déclaré qu'il ferait tout son possible à ce qu'il y ait un accord entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que l'Arabie Saoudite, avec qui vous avez eu des relations parfois très difficiles, est aujourd'hui un des intermédiaires entre Washington et Téhéran? Plusieurs points. Premièrement, le courrier que notre président, son Excellence, notre président a adressé à son Excellence, M. Ben Salman, n'avait rien à voir au nucléaire. Ça concernait l'histoire du pèlerinage à la Mecque et c'était des remerciements pour l'accueil vraiment parfait de l'Arabie Saoudite par rapport aux pèlerins iraniens l'année dernière et notre préparation pour les prochains pèlerinages. Concernant le nucléaire, par rapport à l'Arabie Saoudite, nous avons une confiance totale en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cela fait des années que nos relations vont dans le bon sens et chaque jour, la confiance s'accroît entre les deux pays. Il y a une compréhension de très bon niveau entre nous et les Saoudiens pour la paix et la stabilité régionale. Nous savons que la coopération de tous les pays de la région, en particulier l'Iran et l'Arabie Saoudite, en tant que deux grandes puissances de la région, sont impliquées dans la paix et la stabilité régionale. Mais sur la question nucléaire, aujourd'hui, notre problème, c'est pas d'avoir un intermédiaire. Non, notre problématique, c'est l'attitude américaine, comme je viens de vous le dire. Tant que cette attitude américaine ne change pas, comment voulez-vous qu'il y ait de négociations? Et cela n'a rien à voir avec les intermédiaires. Il y a pas mal de pays dans la région qui sont tous nos pays, des pays amis, ont essayé de jouer ce rôle d'intermédiaire. Et nous sommes en contact avec tous ces pays. Nous remercions leur confiance, mais encore une fois, le problème est ailleurs. Le problème, ce n'est pas l'intermédiaire. Le problème, c'est aussi l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Le Conseil des gouverneurs a passé une résolution la semaine dernière demandant à l'Iran une coopération complète et rapide en fournissant l'état de ses stocks d'uranium enrichi et l'accès à ces installations nucléaires. Pourquoi est-ce que vous refusez cela? La raison est très claire. Le Conseil des gouverneurs est un organe politique. L'Agence internationale, au contraire, c'est une agence technique. Mais le Conseil des gouverneurs, c'est une instance politique. La résolution en question était une décision politique unilatérale. Cette résolution du Conseil des gouverneurs a été éparue telle qu'il n'y a pas eu de modification, telle que ça donnait l'impression qu'il n'y a pas eu de guerre à cause de nos installations civiles n'ont pas été attaquées. Le fait est que lorsque vous avez une telle résolution sans prendre en compte les réalités du terrain, c'est une erreur. Nous avons déjà montré notre bonne volonté pour coopérer avec l'agence suivre, aller au Caire, avec le rôle joué par nos amis égyptiens. M. Guérossi est venu. On a eu un accord avec l'agence qu'on appelle l'accord du Caire. Il y a eu un cadre de coopération qui a été déterminé. M. Guérossi et l'agence eux-mêmes sont d'accord dans le cadre du protocole de Caire. Ils ont dit qu'en effet, la réalité du terrain est différente et qu'il faut une coopération dans le cadre de cette réalité nouvelle du terrain. J'ai dit à M. Guérossi, est-ce que vous avez une quelconque protocole pour visiter des installations nucléaires civiles dans le cadre du protocole de l'agence qui ont été attaquées? Il a dit non, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu ce cas. Ce
ce cas ne s'est jamais produit. Donc, on s'est mis d'accord pour mettre en place de nouvelles modalités. Et cet accord, c'était l'accord du Caire. Il va de soi que le fait est qu'aujourd'hui, il est dangereux d'approcher nos installations nucléaires parce qu'il y a des dangers sécuritaires, il y a toujours le danger de l'attaque américaine, il y a le danger d'un certain nombre de munitions qui n'ont pas explosé. Il y a de plus des inquiétudes purement sécuritaires, le danger d'une possibilité de l'existence de la radioactivité, des produits chimiques. Croyez-moi, ce n'est pas facile de s'approcher de ces installations qui ont été bombardées. Donc, il faut un cadre, une modalité. Et les gens de l'agence sont d'accord avec cette réalité. Et donc, dans le cadre de la résolution, ça n'a pas été pris en compte. Les inspecteurs, est-ce que vous allez leur permettre, est-ce que vous négociez un retour des inspecteurs en Iran? Regardez, des inspections des installations nucléaires civiles qui n'ont pas été attaquées, ça continue, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on parle des installations civiles qui ont été attaquées, encore une fois, je vous le dis, il faut un cadre, il faut une nouvelle modalité, un nouveau protocole, et ça, il faut le négocier avec l'agence internationale. Et mon espoir, c'est que le Conseil des gouverneurs, les pays membres du Conseil des gouverneurs ne prennent pas des décisions erronées et ne mettent pas en défi cette négociation avec l'agence, ne le rendent pas difficile. Selon vous, est-ce qu'Israël prépare des nouvelles frappes sur les sites nucléaires iraniens? On a vu qu'ils ont fait ça avec beaucoup de facilité, si j'ose dire, au mois de juin. Est-ce que c'est toujours une crainte ou est-ce que vous pensez que désormais, des nouvelles frappes sont exclues? Le régime israélien, au cours des 2 dernières années, ont attaqué 7 pays différents. Donc, la possibilité d'une nouvelle attaque, d'une nouvelle guerre, oui, ça existe. Je pense que l'existence même de ce régime est liée à leur désir de lancer des attaques. Mais s'ils attaquent l'Iran, est-ce qu'ils vont avoir le moindre victoire? Je pense que si vous avez déjà fait quelque chose et que ça a été un échec, la logique voudrait que vous ne le refassiez pas. Le fait est que la dernière fois, notre système antiaérien n'a pas bien fonctionné, mais le système israélien n'a pas bien fonctionné non plus. Et nos missiles ont obtenu leurs objectifs. Surtout les derniers jours de la guerre, nos missiles ont réussi à atteindre leur objectif de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise. Et les Américains et les Israéliens, qui le premier jour parlaient d'une capitulation sans condition, au cours du 2e jour, ont demandé un cessez-le-feu sans condition. Donc, c'était une expérience que maintenant ils ont. Lors de cette guerre des 12 jours, l'Iran est sorti victorieux. On a pu se défendre. On a pu attaquer des objectifs très importants en Israël et on a montré notre capacité défensive. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils veuillent réitérer cet échec. Alors, malgré tout, l'Iran est quand même affaibli par ce qui s'est passé au Liban, en Syrie. Alors, au Liban, récemment, Israël a éliminé à Beyrouth un chef militaire du Hezbollah, Eitan al-Tabatabai. Les gardiens de la révolution iraniens ont demandé une vengeance. Est-ce que vous voulez des frappes du Hezbollah sur Israël ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas le moment parce que le mouvement est très affaibli? Concernant le Liban, nous n'avons jamais eu le moindre ingérence dans les affaires intérieures libanaises. C'est l'armée libanaise, c'est le Hezbollah qui prennent leurs propres décisions. Les autorités libanaises, le président, le Premier ministre, ils ont tous condamné cette attaque, d'après ce que j'ai vu dans l'actualité. Ils ont dit qu'ils utiliseraient tout moyen et tout instrument pour défendre les ressortissants libanais. Maintenant que l'Iran soit affaibli par rapport à ce qui s'est passé au Liban, non. Je pense que cela ne correspond pas à la réalité. C'est justement ce type d'erreur qui a amené l'Israël à nous attaquer. C'est exactement cette vision erronée que vous exprimez qui a amené l'Israël à penser qu'ils peuvent nous attaquer. Mais ce qu'ils ont vu, c'est un Iran puissant. Alors en Syrie, le nouveau président Ahmed El-Shara a été reçu à Washington, une visite historique. Il veut se joindre à la coalition antiterroriste contre Daesh, lui qui est un ancien djihadiste. Depuis son arrivée au pouvoir, il a expulsé ce qu'il appelle les milices iraniennes.
Il n'a pas condamné les frappes israéliennes sur l'Iran, pardon. Est-ce que, pour vous, c'est un danger pour l'Iran ou même un ennemi de l'Iran? Regardez, nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires syriennes. Je pense que la Syrie aujourd'hui a tant de soucis et fait face à tant de problématiques. Donc, du coup, c'est la paix et la stabilité régionale qui est mis en danger. Ce que nous voulons, c'est une Syrie unie avec une autorité unique, avec la stabilité. Sinon, c'est l'ensemble de la région qui est mis en danger. Ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation de la Syrie par l'Israël. Malheureusement, après la chute de Bachar Assad, l'Israël, finalement, s'est lancé dans l'occupation de la Syrie. Les parties qu'ils ont occupées en Syrie dépassent largement le territoire de la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, la Syrie est occupée par l'Israël. L'Israël occupe la bande de Gaza, la Palestine et la Syrie. Le véritable danger, c'est l'Israël qui, avec ses actions, a mis en danger la région. Par rapport à la Syrie, on est seulement observateur. Ce qu'on veut, c'est l'unité, l'intégrité syrienne. C'est ça que nous défendons. Et notre espoir le plus cher, c'est que la Syrie devienne de nouveau un centre, non pas de crise, mais de stabilité. Mais Ahmed El-Shara négocie avec Israël, il critique l'Iran, c'est devenu un acteur hostile à Téhéran. Comme pas mal d'autres personnes, il se trompe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur nos antennes.